Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, le déni de réalité va tuer la démocratie. Mais la réalité, quelle est-elle? Nous examinons une motion de censure et non une motion de défiance. Nous sommes ici parce que l'autoproclamé tribun du peuple, je cite ses propres termes, qui ne siège même pas dans cette assemblée, en a décidé autrement. Il a exigé, il vous a intimé l'ordre, Madame et Messieurs les présidents de l'opposition de gauche, que vous transformiez nos débats en question de procédure avec le dépôt de cette motion. Il vous met même en garde, vous, ses alliés politiques, il vous en coûtera très cher de ne pas suivre ces directives. La réalité, c'est qu'en bon démocrate, le tribun du peuple n'accepte le résultat des urnes que s'il lui est favorable. Mais par quatre fois, les Français ont dit non. Et à 2 élections présidentielles consécutives, il a été éliminé dès le premier tour de scrutin. À 2 élections législatives consécutives, il n'a pas obtenu la cohabitation tant espérée. Le naufrage aux législatives, c'est le vôtre. Les Français ont dit non, non, non et encore non. Alors oui, Monsieur Mélenchon, vous avez raison quand vous dites que le déni de réalité va tuer la démocratie. La seule anomalie démocratique, c'est de refuser le verdict des Français. Aujourd'hui, nous avons un président fort, pour la première fois réélu hors cohabitation. Un président réélu, tel est le choix des Français. D'avoir un gouvernement en capacité d'agir derrière sa première ministre, laquelle n'aura perdu ni son calme, ni sa détermination, malgré vos vociférations. Et permettez-moi de vous rappeler que notre hémicycle est et doit rester le cœur battant de notre vie parlementaire et politique. Il n'est ni un campus, ni une ZAD, et nous ne le laisserons pas le devenir. La démocratie, enfin, c'est celle qui a renouvelé et rénové notre Assemblée et lui donne une opportunité historique d'être un Parlement fort, capable de compromis politiques sans jamais se compromettre. Et arrêtons-nous un instant sur ces compromissions, justement, celles dont vous ne cessez de nous accuser. Qui déclare dans une interview, je cite, « Pourquoi la NUPES est-elle seule à voter une motion de censure quand c'est le seul choix fidèle au vote des électeurs ?» C'est votre tribun du peuple, lui, encore lui, toujours lui, qui appelle donc les voix du Rassemblement national en venir à soutien de votre motion. C'est votre porte-parole de la NUPES qui ne disait pas autre chose hier soir, lui qui déclarait dans une interview, je cite, « Nous n'avons pas inscrit dans la motion de censure le SMIC à 1 500 € pour que le Rassemblement national puisse la voter. » Voilà donc ce que vous êtes et avec qui vous souhaitez vous allier. La lune de miel, c'est avec vous et ce sont les Français qui pourraient en payer l'addition. Je le dis et je le redis. Pour nous, au sein de la majorité, c'est non. Les compromis, oui, la compromission, jamais. Ni extrême droite, ni extrême gauche. Et une ligne claire et de responsabilité, ni dette, ni impôt supplémentaire. Nous voilà donc à poursuivre un débat pourtant tranché avec clarté et avec constance par les Français. Les Français attendent de nous autre chose que des motions de procédure et de posture, une après-midi de discours plutôt que des actes pour les protéger face à l'inflation, au dérèglement climatique ou à l'insécurité. Les Français apprécieront votre sens des priorités et l'utilisation, l'instrumentalisation que vous faites de notre Assemblée, et les plus modestes d'entre eux, ceux pour qui nous devons agir et agir sans attendre, apprécieront sûrement plus encore. Venons-en maintenant à l'argument que vous invoquez. Cet argument, c'est d'affirmer que le gouvernement devrait être censuré parce qu'il n'a pas demandé un vote de confiance à notre Assemblée. Si vous avez parfaitement le droit de déposer cette motion, vous devez aussi accepter que rien n'oblige le gouvernement à demander un vote de confiance. C'est son droit, comme c'est le vôtre. Vous usez de votre droit, le gouvernement aussi, et il vous faut l'accepter. C'est aussi cela, notre 5e République,
et l'équilibre des pouvoirs. Et d'ailleurs, de nombreux gouvernements sous la Ve n'ont pas demandé ce vote de confiance. En 66 et en 67, Georges Pompidou ne le demande pas. Personne ne pourra dire que ces deux gouvernements n'ont pas su faire face et agir. Ces deux gouvernements, ce sont ceux de la loi Neuwirth sur la contraception ou des accords de Grenelle. N'ont-ils pas permis à la France d'avancer? En 88, Michel Rocard ne le fait pas non plus. Et personne ne pourra dire, et j'espère que c'est encore partagé sur certains bancs à gauche, que son gouvernement n'a pas laissé avec lui des réformes profondes et inscrites dans la durée. C'est ce gouvernement qui a créé le RMI, c'est ce gouvernement qui a instauré la CSG. N'était-il pas alors légitime à réformer? À vous écouter, mesdames et messieurs les présidents des groupes d'opposition de gauche, il faudrait donc que tous les gouvernements sollicitent ce vote de confiance, et à chaque fois. C'est votre droit de le proposer, mais alors il faut mener le débat jusqu'au bout. Car l'obligation d'un vote de confiance pour tous les gouvernements, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la règle qui prévalait sous la 4e République et avec le succès qu'on lui connaît. Alors, vous n'êtes peut-être pas tous d'accord pour un retour à la 4e, et comme sur le nucléaire ou sur l'Europe, vos programmes ont beaucoup évolué, ou se sont beaucoup contredits et reniés entre l'élection présidentielle et l'élection législative. Mais c'est pourtant la logique que vous portez, tous ensemble, avec cette motion et avec vos arguments. Venons-en alors à votre projet, à l'alternative que vous proposez pour notre pays et à ses conséquences. À la fin du quinquennat, le plein emploi est possible. Et avec lui, la capacité de sortir des assignations à résidence, qu'il s'agisse des inégalités sociales, territoriales ou des discriminations, notamment fondées sur le genre ou sur l'origine. Il n'y a pas plus forte politique de liberté et d'égalité que celle qui mène un pays au plein emploi. Et pour y parvenir, il nous faut une économie en croissance et n'augmenter ni les impôts ni la dette. C'est cela notre renaissance, en finir définitivement avec le chômage de masse dans notre pays. Et qu'est-ce que vous proposez? Tout simplement d'y retourner. Votre programme a été analysé par des experts, y compris de gauche. Rien qu'avec les nouvelles charges pour nos entreprises, c'est un retour immédiat à 10% de taux de chômage. C'est la fuite des investissements étrangers pour notre pays, alors qu'ils atteignent des niveaux records, encore soulignés aujourd'hui avec Choose France. Et si on ajoute les autres mesures, c'est un véritable scénario à la grecque que vous promettez aux Français. Nos services publics n'ont pas d'autre réalité que le financement qu'on leur donne. On n'achète pas l'école, on n'achète pas la santé, on les finance. Si on a 1 euro de financement, on a 1 euro de service public. Et on les finance avec la richesse que l'on peut créer. Nous disons la vérité aux Français. Le monde où tout le monde gagne au loto n'existe pas, et ce n'est que par le travail que l'on crée de la richesse. Il faut donc travailler collectivement plus, par la baisse du chômage, par la réforme de nos retraites, pour avoir les moyens de refonder notre école et pour renforcer l'accès aux soins universels sur tous nos territoires. Mais que proposez-vous? Le contraire. Vous nous dites d'un côté, on va tous travailler moins, mais on sera collectivement plus riches. Puis vous nous dites, on sera certes moins riche, mais on dépensera comme si on l'était plus. Et sur l'école, quand on regarde dans le détail le programme, qu'est-ce que vous proposez pour la refonder? Je cite, 1h30 de classe autogérée par semaine en primaire. C'est une façon pour le moins originale de régler le problème du manque de recrutement. Une école sans professeurs, il fallait y penser, monsieur le ministre. Et sur la santé, que proposez-vous? Quel financement? Vous promettez tout à la fois, mais on ne soigne pas avec des promesses. Nos engagements sont clairs. En attendant les effets de la fin du numerus clausus, il faut agir sur tous les leviers pour mieux soigner partout. C'est la prévention. C'est moins de temps administratif et plus de temps utile auprès des patients. C'est la montée en compétences de toutes les professions médicales. C'est rendre les métiers plus attractifs. C'est aussi une offre de soins adaptée à chaque territoire. La transition écologique repose sur une question centrale. Comment sortir des énergies fossiles? Comment décarboner? Nous avons la chance en France d'avoir une source d'énergie qui nous le permet, c'est le nucléaire. C'est pour ça
que nous devons développer et renforcer notre parc nucléaire. Vous nous proposez tout simplement de nous en passer. En disant cela, vous mentez aux Français et vous mettez en péril notre avenir. Sur votre politique agricole, vous ne cessez de mettre en accusation ceux qui nous nourrissent, alors que nous avons l'agriculture la plus saine et la plus durable au monde. Nous devrions nous en réjouir. Sortez un instant des territoires où vous êtes élus et acceptez de rencontrer et d'échanger avec nos agriculteurs. Ils vous diront concrètement comment ils travaillent, comment ils ont progressé et à quel point ils sont la fierté de notre pays. Nous les applaudissons, vous préférez les conspuer. Prenons 2 mesures de votre programme. Vous proposez de ne plus utiliser aucun engrais ou pesticide et d'imposer une production agricole 100% bio. Mais pour quelle production demain? Comment serons-nous capables de nourrir les Français et d'exporter alors même que nous sommes en risque de pénurie mondiale? L'exemple que vous nous proposez, c'est celui de la déliquescence du Sri Lanka. Ni plus, ni moins. Ce sont des famines, ce sont des risques de pénurie. Ce sont des personnes qui, aujourd'hui, ne sont plus en capacité de s'alimenter. Et puisque nous en sommes à ceux que vous insultez, oui, un grand oui, ici, nous défendons notre police républicaine et nous ne défilons pas avec des pancartes qui disent que la police tue. La police et la gendarmerie sont notre honneur et ici, sur ces bancs, nous les soutenons. Notre souveraineté, enfin, elle passe désormais, ne vous en déplaise, par l'Europe, car c'est aussi elle qui nous protège. Vous nous proposez tout simplement de l'abandonner, car désobéir aux traités européens, c'est tout simplement en sortir. Comment est venu le Brexit? Il est né le jour où le Royaume-Uni a décidé qu'il devait désobéir aux traités, ni plus, ni moins, telle est la réalité des faits. Si la France avait désobéi, nous n'aurions pas eu la taxe carbone aux frontières, ni la régulation des plateformes en ligne pour lutter contre la haine. Nous n'aurions pas eu non plus le consensus pour soutenir l'Ukraine contre l'agression russe. Notre souveraineté, mais là aussi vous vous rejoignez, vous nous proposez de l'abandonner et, comme avec l'Ukraine, de la convertir en rouble. À l'extrême droite, vous êtes débiteur de la Russie qui n'est autre que votre banque. À l'extrême gauche, vous nous rêvez encore en satellite de l'ex-URSS. Et je suis ravie de vous réunir et de montrer à quel point vous êtes en réalité d'accord sur les 2 bords de cet hémicycle. La réalité de votre programme, elle est claire. La démocratie à la cubaine, un scénario économique à la grecque, la transition écologique du Sri Lanka et la diplomatie russe. Je ne doute pas que votre tribun du peuple compense le bilan carbone de ses nombreux voyages d'études, mais ici, oui, nous croyons fermement en notre démocratie, à notre indépendance et à l'affirmation de notre souveraineté. Cette motion de censure, au-delà de vos vociférations, aura une vertu et une seule, rappelée par votre vote minoritaire d'aujourd'hui, que Jean-Luc Mélenchon a perdu, une fois encore, la présidentielle. Rappelez par votre vote minoritaire d'aujourd'hui que vous avez perdu une fois encore les législatives. Rappelez que si nous sommes en majorité relative, vous êtes, vous, en minorité absolue dans cet hémicycle. Par ce vote, mes chers collègues, Madame la Première ministre, nous tournons définitivement, et c'est heureux, la page des élections et nous nous engageons dans la seule voie qui compte, travailler avec toutes les forces de l'arc républicain pour les Français et pour améliorer leur quotidien. C'est ce à quoi nous nous engageons.